Bonsoir à tous, merci d'avoir bravé la tempête et l'épidémie pour venir jusqu'ici. C'est peut-être une des dernières fois qu'on se voit en chair en os, non, on va être optimiste. Donc j'ai eu peur jusqu'à la dernière minute que l'événement soit annulé, mais bon, on est encore tous ici. Donc merci beaucoup. On va faire une présentation d'environ 1 heure qui sera suivie de questions-réponses. Il y aura beaucoup de séquences, donc on essaie de garder ça dynamique. La première séquence, c'est Aude Hénoux qui va vous accueillir, qui est notre directrice des relations entreprises. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir sur notre campus. Alors effectivement dans des conditions particulières et masquées, ce qui est commence à s'habituer, mais pour notamment les interventions, voilà, c'est particulier. On a fait ce choix aussi de maintenir effectivement une formule 100% en présentiel, même s'il y aura une petite séquence à distance digitale ensuite, pour à la fois symboliquement se rassembler, se réunir et partager ce moment du lancement officiel de l'Institut de l'Intrapreneuriat aux côtés de Véronique Bouchard. Et voilà, le faire ensemble, réunis, c'est différent de séquences à distance qui nous ont tous beaucoup occupés ou été notre quotidien ces derniers jours et années et mois. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est tout d'abord que l'intrapreneuriat n'est évidemment pas un nouveau concept, ni une nouvelle expertise à l'école. Et ce projet de lancement de l'Institut de l'Intrapreneuriat s'inscrit dans une continuité en s'appuyant à la fois sur les expériences et les savoir-faire de Véronique Bouchard et de l'école dans le domaine depuis de longues années. Et il s'agit donc à la fois de capitaliser et de continuer à apprendre, ce qui est tout à fait aligné avec l'esprit de l'école, continuer à apprendre sur le sujet et surtout vous accompagner dans vos transformations et dans le développement des entreprises. Alors, pour ma part, en direction des relations entreprises, c'est assez récent, ça fait 1 année que je suis en responsabilité, après 15 ans de vie à l'école et différentes responsabilités dans d'autres directions. Donc c'est également une opportunité pour vous, je connais quelques-uns, mais beaucoup de nouvelles têtes et de nouveaux visages d'entreprise, de venir à votre rencontre et avec mes équipes qui sont en partie présentes également ce soir, de vous parler des perspectives et des possibilités derrière l'Institut de l'Intrapreneuriat et nos activités qui recouvrent 3 grandes dimensions et possibilités pour vous, qui sont la formation sur mesure, avec la co-construction de projets avec nos clients, mais également le pôle employabilité, avec notre Career Center et notre nouveau centre de formation à l'apprentissage, et en dernier volet, les partenariats au sens le plus large. Donc, à la suite des présentations, vous aurez l'occasion, même si nous serons privés de cocktail, hélas, de trouver un moment pour échanger plus directement, et n'hésitez pas à venir à notre rencontre et à ma rencontre. Une petite histoire de l'Institut, vraiment très brève. Beaucoup des personnes qui sont ici sont partie prenante de cette histoire. L'histoire, en fait, c'est une histoire intrapreneuriale, puisque le projet de l'Institut a démarré, en fait, est le résultat de 3 composantes. Tout d'abord, une envie, donc l'envie après toutes ces années de recherche et d'enseignement sur l'intrapreneuriat, d'impacter, d'avoir plus d'impact et également de transmettre. En fait, disons que dans le cycle de vie, j'arrive un petit peu, je dirais pas dans la phase de déclin encore, mais je m'en approche. Donc c'est le moment de trouver un relais, on va dire. Et pour faire ça, il faut formaliser. Il faut formaliser des savoirs et afin que quelqu'un puisse construire, qu'une équipe, que des personnes puissent construire là-dessus. Et c'est aussi l'occasion de partager. Donc cette envie vraiment de transmettre. Donc ça, c'est l'envie. Un élément très très important, c'est l'opportunité. Donc il y a 4 ans, j'ai quitté Lyon et je suis venue m'installer à Paris. Et c'est triste à dire, mais il se passe beaucoup de choses à Paris.
et un petit peu moins en province. Et en tout cas, dans le domaine qui m'intéresse, beaucoup moins. Je pense que c'est lié en grande partie à la présence des sièges sociaux des grandes entreprises en région parisienne, mais pas uniquement. Donc, je suis arrivée à Paris et là, j'ai trouvé un bouillonnement d'événements, de personnes, d'échanges, d'idées autour de l'entrepreneuriat. Donc, on était dans une phase ascendante de l'entrepreneuriat. Je vais vous montrer qu'il y a, je dirais, ensuite j'expliquerai le fait qu'il y a des vagues. On était en haut de la vague quand je suis arrivée en 2017-2018. Et donc, une ferveur autour de l'entrepreneuriat. Et ce contexte, à la fois très riche et très aidant, et en fait, a été le déclencheur de mon envie a pu se concrétiser, on va dire. Et puis, le troisième élément, ce sont les appuis que j'ai pu obtenir, soit en interne, au sein de l'école, soit dans le réseau de toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des prestataires, que ce soit des responsables de programmes, des responsables de dispositifs, tout un écosystème qui a été vraiment très, très aidant. Donc, une démarche vraiment intrapreneuriale. Je suis partie de rien. J'ai dû vendre ce projet en interne et en externe. Et voilà, l'Institut est né, je dirais, vous allez voir, il y a une petite chronologie ensuite. Voilà, donc un projet intrapreneurial. Donc l'intrapreneuriat, ça marche. Voilà, c'est déjà une preuve que ça peut marcher. Alors, cet institut, il se veut très, très appliqué. Il se veut vraiment orienté sur les pratiques. Alors, sa raison d'être, c'est un constat. Un constat, c'est que l'intrapreneuriat existe depuis de très nombreuses années, puisqu'on peut dire qu'on a des descriptions de dispositifs intrapreneuriaux qui remontent au moins à la moitié des années 80. On peut également dire que l'intérêt pour l'intrapreneuriat est ascendant, mais que cet intérêt est caractérisé par des phases, par des booms en fait. Donc on a eu 3 booms. Un premier boom dans les milieux des années 80, suite à la déréglementation de certains secteurs comme les transports aériens, comme la finance, comme les télécommunications aux États-Unis. Un second boom au tournant du siècle avec la révolution Internet. Et un troisième boom dans les années 10 avec la révolution digitale. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque fois que les grandes entreprises sont confrontées à un environnement qui leur fait peur quelque part, qui peut apparaître menaçant, qui est dur à déchiffrer, elles se disent qu'il faut absolument libérer la créativité, la capacité à entreprendre de leurs employés. Et qu'il faut aussi placer le curseur entre exploitation et exploration un peu plus du côté de l'exploration. Voilà, donc l'intrapreneuriat est là, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce qu'on n'est pas là pour faire un cours, mais ce qu'on constate, c'est que décennie après décennie, on observe toujours les mêmes problèmes. Donc essentiellement, il semble qu'il y a une mauvaise connaissance de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes erreurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'apprend pas des erreurs passées. Donc ça veut dire que les praticiens n'ont pas accès à la connaissance, n'ont pas accès au retour d'expérience. On observe également un appui en pointillé de la part des dirigeants. Donc on fait une première année, une deuxième année, et puis souvent on s'arrête là. Donc ici, on a certains qui peuvent témoigner malheureusement, et ça a des conséquences très très négatives. Pour les gens qui s'engagent dans l'intrapreneuriat, c'est très pénible. Et puis également, l'intrapreneuriat, si on veut que l'intrapreneuriat ait un véritable impact sur la culture, les comportements, c'est sûr qu'en 1 ou 2 ans, on ne peut pas voir ces bénéfices émerger. Et puis, on a aussi des difficultés à concevoir de bons dispositifs. C'est vraiment très complexe de concevoir un bon dispositif. Vous aurez accès à plusieurs briques de connaissances sur comment concevoir un dispositif, et vous allez voir que c'est une alchimie assez complexe. Donc, tout ça mis ensemble, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc, le constat, le besoin, c'est qu'il faut professionnaliser l'intrapreneuriat.
C'est ça la mission de l'Institut, c'est la professionnalisation de l'entrepreneuriat, des acteurs de l'entrepreneuriat et l'émergence de conditions favorables au succès des entrepreneurs. Donc, on veut que ça soit mieux et on veut qu'il y en ait plus. Et donc, comment on espère faire ça? On espère faire ça par 3 biais. Un biais qui est un biais de recherche, un biais de formation et d'accompagnement et un biais de recueil et diffusion des savoirs. Et ces 3 leviers, l'idée c'est que tout ça interagisse et crée des synergies. Alors, je propose à Olivier Leclerc, mon client, ex-client, on va dire, et ami, de venir témoigner sur son programme d'entrepreneuriat et peut-être dire 2 mots. Tu trouves que c'est intéressant cette idée d'institut ou c'est par amitié que tu es là? Normalement, il ne faut pas, il faut garder le micro. Du coup, je te le redonne. Oui, voilà. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci Véronique de l'invitation. C'est par amitié et c'est parce que je crois à l'Institut que je suis là. Donc moi, je m'occupe du programme d'entrepreneuriat chez Safran que le groupe Safran a lancé il y a maintenant 2 ans. On vient de terminer la deuxième saison. On relance une 3e saison, ce qui veut dire qu'on a du soutien. Et donc ça, c'est important. On a travaillé beaucoup avec le M Lyon, avec Véronique et les équipes, avec Ricky Moore, Thomas Misselin et d'autres personnes à concevoir un programme qui permette effectivement de répondre aux objectifs du groupe Safran. Parce qu'en fait, je crois que l'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui re-questionne la systémie des organisations. Et c'est important parce que ça peut vraiment tout chambouler, de savoir où est-ce qu'on veut aller, quels sont les objectifs qu'on se donne pour mettre en place un programme d'entrepreneuriat. Et donc chez Safran, c'était créer de la valeur en ouvrant d'autres possibles, mettre une culture de l'agilité, et puis détecter des talents internes qui sont trop souvent peu entendus ou qui ont trop peu souvent l'occasion de transformer leur projet. Donc voilà, c'est sur cette idée-là qu'on a travaillé. Donc le projet continue. Il va essayer de se développer et de s'étendre. Alors, juste sur l'Institut de l'entrepreneuriat, moi, je crois que effectivement le constat est bon. Je partage le constat que tu fais. Il y a besoin de professionnalisation. C'est quand même une notion. Je me souviens avec Sophie Ravel, quand on travaillait avec l'Open Lab de la Direction Générale des Entreprises sur le label, elle s'était posé la question parmi les PME, parmi les entreprises, quelles étaient les entreprises qui connaissaient le mot intrapreneuriat. Et en fait, il y en avait très, très peu. Donc, c'est vraiment une notion qui est méconnue. Donc ça, il y a besoin de beaucoup de pédagogie. C'est aussi besoin de professionnalisation. Il y a un peu de tout dans l'accompagnement des projets. Et voilà, en tous les cas, c'est intéressant par rapport aux objectifs qu'on vise, par rapport à la culture de sa boîte, de savoir comment est-ce qu'on peut le faire. Et puis, le dernier point, moi, qui me semble aussi très important, c'est faire le recueil de comment ça marche. Quand on regarde la littérature, on voit beaucoup d'initiatives autour de l'intrapreneuriat, beaucoup de dispositifs différents, en général plus ou moins adaptés à la culture. Quand il s'agit de parler de résultats, c'est beaucoup plus compliqué et c'est très, très peu documenté. Et là, il y a un vrai gros travail à faire. Dernier point, parce que ça me permet de faire un rebond aussi avec quelque chose qui me tient à cœur. Je crois, parce que je suis cofondateur et président d'une association qui s'appelle les Activateurs, avec un H comme hacker, qui rassemble des gens qui bougent des lignes, et en particulier les intrapreneurs sont des gens qui bougent des lignes. Il y a besoin de les fédérer, il y a besoin de les rassembler, il y a besoin de leur redonner confiance, de leur redonner un peu d'énergie. Quand vous essayez de bouger un système, et les intrapreneurs sont des gens qui sont là pour faire bouger des systèmes, c'est un peu les montagnes russes, émotionnellement, et donc de leur filer un petit coup de main, c'est nécessaire et ça permet d'encourager la dynamique. L'Institut, quelques mots rapidement. Donc, je vous ai parlé de recherche. Donc, l'Institut désire faire une recherche qui est basée sur l'observation des pratiques. C'est ce que j'ai fait. Moi, c'est la recherche que j'ai faite, c'est que j'ai basé essentiellement toutes mes conclusions, tous mes modèles, toutes mes recommandations sur l'observation de pratiques. Des études de cas essentiellement, soit que j'ai moi-même écrites, soit que j'ai trouvées dans la littérature.
Et je crois beaucoup à cette façon de travailler à partir de comparaisons de multiples cas, à la fois pour trouver des points communs et pour identifier des différences et donc des typologies. Alors l'idée, le type de recherche qu'on va faire, donc l'idée c'est d'observer comment des entreprises mettent en place des dispositifs, pourquoi elles le mettent en place, comment elles le mettent en place, et également quels résultats, quelles conséquences en dérivent. Suivant l'observation, il y a l'évaluation. Donc, quelque part, c'est de dire, ça, c'est une bonne pratique, ça, c'est une moins bonne pratique. Voilà les problèmes qu'on a eus, les erreurs qu'on a faites. Ensuite, de modéliser, donc de simplifier, de conceptualiser, de modéliser, pour ensuite partager très vite avec la communauté des intrapreneurs. Donc, un cycle très court. Une fois qu'on partage, chacun ensuite est libre d'adapter ses modèles, ses préconisations à son propre contexte. Voilà, donc on est sur un cycle très court. Moi, j'appelle ça de la recherche lean, qui est en tout cas en prise directe avec les expériences de terrain et qui restitue rapidement des résultats. Donc ça, c'est comment on entend faire de la recherche. Après ça, il y a toute une partie formation. Alors, en formation accompagnement des acteurs, donc l'idée, c'est de monter des programmes qui correspondent, en fait, qui sont pas comme un cheveu sur la soupe, mais où il y a une réflexion amont très poussée sur la stratégie intrapreneuriale poursuivie par l'entreprise. Donc, aider l'entreprise à formuler sa stratégie intrapreneuriale. Donc, quelles sont ses finalités, qu'est-ce qu'elle en attend, quelles ressources elle est prête à consacrer, quel sera le périmètre de son action, de sa démarche intrapreneuriale. Donc, c'est cette notion de diagnostic stratégique et aussi de concevoir le dispositif. Et seulement là, on peut monter un programme de formation qui soit vraiment adapté, qui réponde vraiment aux particularités de la stratégie et du dispositif qu'on met en place. L'Institut sera également en mesure d'aider les entreprises à sélectionner des prestataires. Donc, ce n'est pas qu'on aura une commission sur les prestataires qu'on recommandera, mais c'est qu'on pourra recommander des prestataires avec qui on a déjà travaillé, avec qui on a déjà élaboré de la connaissance. Donc, on considère que ce sont des prestataires expérimentés et compétents, et donc on partagera, on sera à même de mettre les entreprises en relation avec ces prestataires. L'Institut pourra s'impliquer dans la formation et l'accompagnement, mais il fera plutôt levier sur les équipes, sur l'équipe de formation sur mesure de l'école et également sur les prestataires pour délivrer ces prestations. Et puis finalement, un rôle très important pour l'Institut, c'est l'évaluation et le retour d'expérience, puisque le cycle ne serait pas complet si en fin de parcours, ou à une phase intermédiaire au bout d'un an, disons, il n'y avait pas cette étape d'évaluation et de formalisation du retour d'expérience. Alors, l'Institut veut également s'adresser à tous les publics et toutes les principales parties prenantes qui vont être impliquées dans l'entrepreneuriat. Donc, pas seulement former des intrapreneurs, mais former, et pour chaque cible, les former de manière bien différente, évidemment. Donc, former les dirigeants, leur faire comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat, former des responsables opérationnels, des responsables fonctionnels, des managers d'entrepreneurs, des responsables de dispositifs et bien sûr des entrepreneurs. Donc tout ça, ce sont des parties prenantes qui contribuent tous à l'échec ou au succès de l'entrepreneuriat. Et il faut pouvoir les professionnaliser. Et puis les formats, on peut penser à des ateliers de réflexion, de conception. On peut penser à des formations sur mesure, on peut penser à des formations diplômantes et quelque chose qui intéresse beaucoup les entreprises de plus en plus, c'est la notion de certificat, de certification du parcours des intrapreneurs. Voilà, donc ça, c'est les propositions en termes de formation accompagnement. Et puis, l'autre levier d'intervention, c'est la diffusion des savoirs, et ce sont des savoirs actualisés et actionnables. Donc, la caractéristique, si vous regardez dans le site
le site est déjà accessible. Nos briques de connaissances, vous allez voir que c'est une connaissance qui est extrêmement actionnable. Donc, elle est directement applicable selon à votre contexte et vos préoccupations. Donc, l'Institut veut jouer ce rôle de fédérateur de ce que moi j'appelle une communauté apprenante, puisque essentiellement on est tous là pour s'améliorer, pour améliorer nos pratiques, améliorer nos connaissances par l'échange. Donc nous on joue un rôle de hub, en fait on joue un rôle en fait de centraliser des informations et de les formaliser et de les diffuser, mais on compte être alimenté par l'ensemble de la communauté. Donc à travers des rencontres, des colloques, des ateliers, la production de livres blancs, d'articles, à travers des catalogues de prestataires et évidemment à travers le site que vous pourrez découvrir à la fin de cette présentation. Voilà. 2 mots sur le mode de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment ma volonté et c'est peut-être l'apprentissage le plus important que j'ai fait dans les derniers 5 ans de ma vie, c'est la force du réseau et la force du fonctionnement en réseau. Donc, j'aimerais que cet institut soit éminemment alimenté par un réseau. Un réseau, pour moi, ce sont essentiellement des individus plus que des institutions, parce qu'on travaille avec des individus et non avec des institutions. Donc, c'est des individus en qui on a confiance, avec qui on peut partager, échanger ouvertement. Donc, c'est comme ça que l'Institut travaillera, avec des individus intéressés, motivés et ouverts. Donc l'Institut donnera tous les savoirs qu'il produira et il attend aussi de recevoir. Donc de recevoir au travers de retours d'expérience, au travers de questionnements. Il y a plein de manières de recevoir. Et puis l'autre notion importante, c'est cette notion de coproduction. Donc on est très intéressé à co-brander, on va dire, la connaissance qu'on va produire avec différents intervenants. Ça peut être des responsables de dispositifs, ça peut être des prestataires, ça peut être d'autres chercheurs. Voilà, donc ça, pour nous, c'est très, très important. Et voilà, là, cette notion de communication, de partage et aussi de mise en relation. Donc l'Institut comprendra une communauté et cette communauté sera libre d'échanger et de prendre contact. Et on favorisera également cette prise de contact. Ensuite, l'Institut désire s'associer à des partenaires corporate. Pour moi, c'est très important. Cet institut, il est professionnalisant, il est orienté vers la professionnalisation. Et quelque part, c'est quand même un seal of approval. C'est quand même une preuve que l'Institut correspond vraiment aux attentes des entreprises. Donc, pour nous, c'était important de trouver des partenaires corporate. Et on a eu vraiment la chance cet été de rencontrer Martin Chenet et ensemble de construire ce partenariat autour de l'Institut. Donc, Sodexo est membre fondateur de l'Institut et on en est très fiers. Et puis, dernier point, le site web qui sera le point d'entrée privilégié de l'Institut, qui sera très riche. Donc là, on va vous proposer une version, je ne sais pas si on en est à quel stade. En fait, on en est, à mon avis, ça doit encore évoluer pas mal, vous allez le constater, mais vous aurez une idée de ce que peut contenir ce site. Et on aimerait que ça soit vraiment un instrument de communication et d'échange. Voilà. Alors, quelques coproductions pour vous donner un petit peu... Donc l'Institut, il est lancé maintenant, mais ça fait longtemps qu'on collabore. Donc, par exemple, j'ai pu écrire une étude de cas avec David Flack, qui a fait une expérience d'entrepreneur très intéressante et qui a témoigné. Donc, on a écrit un cas que j'utilise dans les cours. En fait, David Flack de Start the Fuck Up. Il y a quelqu'un ici de Start de FOP ou pas? Non? Non. Start the Fuck Up, mais bon. OK. Ensuite, la brique de connaissances. Donc ça, c'est avec Guylain Depoux de School Lab, Guilde Ultime pour lancer son programme d'entrepreneuriat. C'est pas moi qui ai choisi le titre. Voilà. Mais c'est quand même un guide tout à fait ultime. Et puis, une autre brique de connaissances avec Lola qui est là.
Comment choisir le bon dispositif pour mon programme d'entrepreneuriat que je vous conseille, c'est ma brique préférée, je l'avoue. Et puis, main, article, afterwork, webinaire que vous pourrez voir sur le site dès que que je vous communiquerai l'adresse. Mais là, je ne vais pas le faire parce que ça va vous distraire. Voilà. Ah ben, ça y est, je l'ai communiqué ou pas, l'adresse? Merde. OK. Voilà. Donc, ben, on est prêt pour le témoignage de Lola. Donc, Lola est co-directrice de l'incubateur et directrice des offres corporate chez Make Sense. Peut-être dire 2 mots sur Make Sense juste pour les non-initiés. J'avoue, vu qu'on lave le micro, je vais parler sans masque parce que enceinte plus avec un masque, c'est dur de respirer. Du coup, merci beaucoup de m'avoir invité. Juste si je dois dire un mot sur Make Sense avant pour que vous sachiez ce qu'on fait au global. Nous, on est une équipe maintenant de 120 personnes située dans 8 pays dans le monde. Et notre vision, c'est de faire travailler ensemble des citoyens, des entrepreneurs et des grands groupes pour créer une société plus durable et plus inclusive. Et donc, du coup, on travaille avec ces 3 cibles différentes. Une partie qui est plutôt sur de l'engagement citoyen pour les faire passer à l'action sur des sujets de société qui leur tiennent à cœur. Une partie d'accélération d'entrepreneurs avec aujourd'hui un incubateur et un fonds d'investissement qui est le premier fonds lancé par 3 femmes de moins de 30 ans. Donc on est très fiers, même si on n'a levé que 8 millions pour le moment, mais c'est déjà ça. Et toute une partie de travail sur la transformation des grands groupes que nous, on aborde par plusieurs prismes, le fait de créer des communautés engagées à l'intérieur des grands groupes autour de sujets d'impact, le fait d'accompagner des programmes d'entrepreneuriat, raison pour laquelle je suis là, et le fait de créer aussi des programmes d'open innovation pour faire travailler ensemble des grands groupes et des entrepreneurs sociaux, toujours dans l'idée de transformer les modèles économiques des grands groupes vers plus d'impact. Et du coup, moi, je suis ici en tant que, quelque part, partenaire de l'Institut de l'entrepreneuriat et pour apporter aussi le regard de qu'est-ce que je vois comme valeur ajoutée à ce type d'initiative. Moi, mon premier contact avec l'entrepreneuriat, qui n'avait même pas encore ce mot dans ma tête quand je l'ai connu, c'était... À l'époque, je travaillais comme consultante dans des usines, et notamment dans l'usine d'Arc International, qui est une énorme usine qui permet de produire du verre, des verres à pied, de la vaisselle, etc. Et on a travaillé sur une ligne de production en particulier où il y avait 50% de rebut. Donc on jetait un produit sur 2. Et donc je commence à travailler avec les opérateurs pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là. Et il y a un opérateur qui me dit que... qu'il y a un énorme endroit qui est assez structurant, qui est le four, qui fait à peu près cette taille, où on fond le verre. Et en fait, on conduit ce four comme si vous conduisiez une voiture, les yeux fermés, parce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Et donc, il y a un des opérateurs qui me dit, mais est-ce qu'on ne mettrait pas, je sais pas moi, une caméra pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de ce four? Donc, on fait des recherches, et vraiment, c'est ce que tu décris. Donc moi, je l'ai aidé à trouver du support interne, du budget, comment est-ce qu'elle existait ou pas cette caméra. Et résultat, quelques mois après avoir installé la fameuse caméra, ça a permis de mieux piloter le four. On est passé de 50% de non-qualité à 80% de qualité. Et ça a vraiment été la première fois où je me suis dit, en fait, c'est hyper puissant de mettre dans la main de ceux qui font sur le terrain le pouvoir d'innover, de proposer des idées et en fait de les accompagner vers là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un énorme innovateur. Ce que je vous donne comme exemple, c'est l'innovation qui pourra être très incrémentale. Mais en fait, c'est déjà quelque chose qui a un impact business direct. Et donc, quelques années après, reconverti dans les incubateurs, je lance avec Paris Pionnière et 5by5 un premier programme d'entrepreneuriat dont a fait partie Malika, qui travaille toujours dans l'entrepreneuriat aujourd'hui chez HSBC. Donc, on est assez fiers. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, on bidouillait. C'est-à-dire qu'entre mon expérience en usine, plus les nouvelles méthodes start-up, plus l'expérience d'avoir accompagné des entrepreneurs, pour le coup, on a essayé de penser un programme qui était à peu près cohérent. Où, du coup, la première promo, je pense, était nos cobayes, un peu comme Sylvie.
Et si je me repenche sur cette expérience et que je vois aujourd'hui où est-ce qu'on en est, je trouve que effectivement, on a progressé, on s'est professionnalisé, mais comme l'a dit Véronique, moi, je vois toujours autant d'échecs sur des programmes d'entrepreneuriat autour de moi, ne serait-ce que parce que nous, parfois, on a un peu le phénomène d'être en bout de chaîne. Donc, en fait, il y a des gens qui viennent nous voir à la rescousse de « j'ai tenté de danser tout seul l'année dernière, c'est un carnage, les gens sont désengagés, il y a eu n'importe quoi comme idée, qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, du coup, on a aussi vachement ce rôle parfois un peu de mode pompier. Et d'un autre côté, on va aussi avoir cette difficulté de faire comprendre à des dirigeants que non, en fait, on ne va pas choisir ce programme parce que c'est le plus connu, genre appel à projet, sélection, 6 mois d'accompagnement, parce que ce n'est pas adapté à la culture de leur groupe. Eux, en fait, un peu comme une pub, ils ont vu partout que c'était le programme qui avait fait tout le monde, et donc ils veulent faire ce programme. Et donc, du coup, pour nous, c'est très difficile de réussir aussi à challenger sur peut-être que ce n'est pas ce qui répond aux objectifs stratégiques de la boîte, c'est peut-être pas ce qui répond à la culture interne, qui est peut-être très faible en termes d'innovation. Il nous faudrait plutôt commencer par de la formation et de la culturation. Et donc, en fait, nous, on voit beaucoup cet enjeu-là côté incubateur. C'est là que je trouve que l'Institut vient apporter une vraie valeur ajoutée. Déjà en étant ce que j'appelle un peu tiers de confiance non partisan. C'est-à-dire qu'il ne va pas... moi, ce que je considère, c'est qu'avec l'Institut... on ne va pas chercher à imposer une méthode parce qu'aujourd'hui, c'est le type de dispositif dominant et qui est à la mode, mais justement cette capacité à avoir une hauteur de vue et être au-delà de certaines tendances, certains... voilà, tout le monde... dans les incubateurs, c'est quand même le grand classique de faire de l'accompagnement, par exemple, sur 6 mois. Et donc, moi, je considère que tous les gens qui sont lancés dans l'accompagnement et qui étaient des incubateurs de start-up à la base ont beaucoup reproduit ces schémas. Et du coup, je pense qu'un organisme comme l'Institut d'entrepreneuriat permet de rapporter plus vraiment de hauteur de vue, de prise de recul, d'agréger des données, de l'expérience sur plusieurs grands groupes et aussi à l'international, donc qui est pour moi hyper important. Il y a aussi toute une partie sur... tu le disais, il y a beaucoup de programmes qui sont en pointillé, ce qui fait que nous-mêmes, on a du mal à engranger en fait, de la connaissance sur un programme qui durait 4, 5 ans. Et donc, vraiment, l'intérêt d'avoir un institut comme l'entrepreneuriat, comme l'Institut de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir cette spécialisation sur plusieurs années, d'engranger de la connaissance bien au-delà de ce que nous, on pourrait faire, parce que finalement, on peut aussi changer de focus demain et arrêter de faire de l'entrepreneuriat à Make Sense. Et donc, ça permet d'avoir cette pérennité quelque part, de déposer notre connaissance à un endroit. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue de trouver quelqu'un avec qui je pouvais déposer la connaissance que j'avais engrangée et je savais qu'elle allait servir à d'autres. Ce qui fait aussi le lien beaucoup avec le fait d'animer une communauté. Je pense que c'est hyper important qu'il y ait une communauté. Les activateurs le font déjà beaucoup, mais pas uniquement sur le thème de l'entrepreneuriat. Et donc avoir un acteur qui permet de fédérer cette communauté de praticiens de l'entrepreneuriat qui peuvent échanger sur leurs ratés aussi en toute transparence, échanger sur leurs pratiques, ce qu'ils peuvent améliorer, etc. Pour moi, c'est vraiment hyper important. Et puis, il y a un gage de qualité, un petit peu comme un label d'une certaine manière pour nous, côté prestataire, de se dire on est entre guillemets reconnu par un organisme tiers comme ayant en tout cas un certain nombre de méthodes et pratiques qui ont fait leurs preuves. Donc moi, je pense que c'est une initiative hyper nécessaire. Et puis, je félicite aussi Véronique pour le courage que tu as eu de lancer et de porter ça. Parce que, et on en est tous témoins ici, pour moi, c'est un secteur qui a un vrai besoin de structuration, de professionnalisation. Aussi, on en a moins parlé, mais je pense d'évangélisation. C'est-à-dire faire comprendre qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et quel impact ça peut avoir. Donc, je place beaucoup d'attentes sur tes épaules. Mais on sera aussi à tes côtés pour porter ces sujets. Merci beaucoup. Merci Lola.
Deux mots sur ce que l'Institut peut vous apporter selon votre profil, selon qui vous êtes. Donc, en tant que dirigeant, manager, donc on s'adresse à trois publics. On s'adresse à un public de managers, de dirigeants, d'entrepreneurs, donc des gens qui sont dans les entreprises. On s'adresse à un public de consultants prestataires autour de l'entrepreneuriat. Et finalement, on s'adresse à un public de chercheurs, étudiants, curieux. Donc, le premier public dirigeant-manager, essentiellement, on aimerait que les managers aient accès au state of the art, à l'état de la connaissance sur les pratiques entrepreneuriales. Donc, des connaissances. Donc, qu'est-ce qui s'est fait dans le passé? Donc, essayer d'avoir une banque en fait de données sur les expériences passées, comment elles ont marché, pourquoi elles ont marché, pourquoi elles ont échoué. Donc, avoir cette vision historique, cette perspective historique dans différents contextes, en utilisant différents dispositifs. Donc, ouvrir la vision de ce que peut être l'entrepreneuriat. Aussi, la notion que si vous pensez lancer un dispositif, vous avez envie d'en parler avec des gens qui l'ont déjà fait. Donc, permettre à des gens intéressés par l'entrepreneuriat de s'adresser à des pairs. Donc, les mettre en relation avec ses pairs, favoriser l'échange avec les pairs. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, vous êtes manager, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Qui sont les meilleurs sur la place? Qui sont les meilleurs pour différents types de prestations, pour mettre en place une plateforme digitale, pour faire de l'accompagnement? Qui sont les meilleurs selon votre contexte, selon votre organisation? Donc, pouvoir identifier ces prestataires, pouvoir accéder à ces prestataires et pouvoir échanger avec eux. Et finalement, évidemment, l'Institut, puisqu'il est rattaché à M Lyon, est à même de proposer à ses managers, dirigeants et entrepreneurs des formations adaptées à leur stratégie entrepreneuriale. Alors, en tant que prestataire, consultant, accompagnateur, fournisseur, essentiellement, là, l'idée pour l'Institut, un des avantages de l'Institut, c'est de renforcer votre présence et votre visibilité dans la communauté. Donc, essentiellement par le biais du site, vous serez plus visible. Vous pourrez d'abord accéder à des gens qui ont des compétences proches des vôtres ou complémentaires des vôtres et voir un petit peu comment ils fonctionnent, que ce soit des experts opérationnels, stratégiques ou académiques. Donc cette communauté, l'accès à cette communauté, qui sont-ils, que font-ils? Vous, en tant que prestataire, comprendre quelles sont les évolutions. On a dit qu'il y a des modes, donc voilà, savoir en tout cas les modes, pas forcément les modes, mais les besoins, l'évolution des besoins des entreprises et l'évolution des propositions qui sont faites aux entreprises. Donc avoir une visibilité sur les pratiques, sur l'évolution des besoins et des pratiques. Ensuite, avoir accès à de la connaissance, de la recherche, donc quelque part un gage de qualité quand vous allez proposer des prestations, vous vous basez sur des connaissances et également offrir une tribune qui, par l'échange, avec des profils similaires aux vôtres ou différents, avec des dirigeants, avec des managers ou avec des étudiants par exemple, poser vos questions, mais également offrir vos conseils, donc accroître votre visibilité par le biais des conseils que vous êtes à même de donner. Et puis finalement, si vous êtes chercheur, étudiant ou simple curieux, vous avez accès à ces mêmes connaissances actualisées et actionnables. Vous aurez accès à beaucoup de retours d'expérience. Donc ça peut être des pistes intéressantes pour faire de la recherche. Et vous aurez accès à toute la communauté et donc la possibilité d'échanger avec cette communauté. Alors, où on en est là? Alors, finalement, voilà, le mieux de tout, c'est quand même de devenir partenaire, membre fondateur de l'Institut. OK, donc devenir membre fondateur de l'Institut, d'abord, ça implique de rejoindre de plein titre l'écosystème M Lyon Business School. Donc, vous savez que c'est une école qui a une image très orientée entrepreneuriat et avec cette nouvelle déclinaison de l'esprit entrepreneur qui est l'esprit early maker. Et ainsi de valoriser votre marque employeur.
Et puis, par le biais de l'Institut, vous avez accès au meilleur du conseil, de la formation et de la recherche en intrapreneuriat. Donc, tout ce dont on a parlé précédemment. La possibilité d'interagir avec des experts confirmés, de participer à des formations labellisées. Vous allez, en tant que membre fondateur, orienter les axes de recherche de l'Institut. Donc, il y aura de la recherche qui sera co-designée et coproduite avec les membres fondateurs. Vous pourrez échanger avec vos pairs et partager vos expériences avec ces pairs. Et enfin, vous intégrerez la communauté apprenante des intrapreneurs et vous serez impliqué dans tous les événements les plus intéressants. Et bien sûr, devenir membre fondateur, ça veut dire qu'on croit à l'entrepreneuriat et qu'on essaie de le mettre en œuvre au mieux dans son entreprise. Donc l'Institut vous guidera dans la mise en œuvre d'une stratégie d'entrepreneuriat adaptée à vos besoins, à votre contexte et à votre culture. Donc l'idée, c'est de développer une culture, des compétences, une image entrepreneuriale qui rendront l'entreprise plus résiliente, plus innovante et attractive. Alors, ce qui me permet de vous présenter et de demander à Martin Chenet, notre membre fondateur, de venir témoigner et de nous dire en fait pourquoi il croit à l'Institut de l'entrepreneuriat. En fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que tout ce que j'entends depuis le début me conforte dans le choix qu'on a fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que j'avais envie de dire, donc elles ont déjà été dites, mais je vais m'y appuyer. En fait, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure, parce qu'on débute et c'est une aventure pour nous, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler de cette façon-là. C'est qu'en fait, je me rends compte que depuis le début de la création de Sodexo, on fait de l'entrepreneuriat sans le savoir. Donc, comme vous le savez, c'est Pierre Bellon qui a lancé cette entreprise il y a plus de 50 ans maintenant. Et en fait, il a envoyé ses collaborateurs à la découverte avec leur mallette, avec des bonnes idées, et puis du courage, de la persévérance et de l'envie. Et en fait, il a laissé son entreprise croître de cette façon-là. Et la grande partie de la croissance de l'entreprise se sont faites à travers des gens qui ont eu des idées, qui ont eu de l'audace aussi, parce que je pense que c'est un point qui est vraiment important, qui ont su rebondir après des échecs aussi. Et il y a une phrase de Pierre Bellon que j'aime bien, qui est répétée souvent, qui répète toujours, c'est de dire finalement si l'entreprise en est là où elle est, c'est que la somme de mes réussites a été légèrement supérieure à la somme de mes échecs. Et c'est vraiment un point important. Et donc l'entreprise a cru là-dessus, un peu partout, en France et à l'international. Et finalement, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture d'entreprise, mais qui n'est pas nommé de cette façon-là, parce que le thème d'entrepreneuriat, finalement, ça fait un peu peur. Mais finalement, on le fait sans le savoir. Et moi, mon ambition, c'est de continuer à qu'on continue à faire de l'entrepreneuriat d'entreprise sans le savoir. Alors après, derrière ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, on a grandi. Forcément, toute cette croissance a apporté plein de bonnes choses, mais aussi un certain nombre de structures, d'organisations, de fonctionnement, de carcans. Il y a des risques qui sont apparus, la gestion du risque, il y a eu des normes qui sont apparues, il y a une exigence qui est apparue sur l'environnement, que ce soit les clients, les normes, la législation, qui ont fait que finalement, petit à petit, c'est de plus en plus difficile de mettre en œuvre un processus de création, d'innovation, d'agilité, de liberté, que finalement les gens se réfugient derrière une certaine sécurité qui fait que petit à petit, on voit, et en particulier en France, ce n'est pas forcément vrai dans tous les pays du groupe, mais on voit la croissance petit à petit se tasser et on a de plus en plus de difficultés à aller rechercher ce processus de croissance. Donc ça, c'est un peu le constat qu'on fait, et face à ce constat-là, on se dit qu'il faut qu'on change des choses, qu'on retrouve des choses qui ont fait la force du groupe. Et donc on cherche il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites depuis des années sur des modes managériaux, sur des fonctionnements, sur des structures qui marchent plus ou moins bien. Et puis je suis tombé sur Ludivine au mois de juin, enfin un peu avant d'ailleurs. Et quand on a commencé à parler du partenariat de Sodexo avec l'EM Lyon, on a assez rapidement été sur l'Institut de l'entrepreneuriat. Et en fait, ça m'a fait écho à tout ça, en fait, dans le discours que Véronique a tenu et Ludivine est là aussi. Et je me suis dit, finalement, il y a plein de choses qui sont proches de notre culture, donc qu'on fait sans savoir. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place des conditions
pour pousser nos collaborateurs à retrouver et à oser des choses qu'on n'ose plus faire aujourd'hui. Et c'est ça qui a enclenché un peu notre volonté de ce partenariat. Alors on démarre, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a plein de... Je suis très très confiante personnellement. Voilà. Moi aussi, si on y est. Et donc, alors, et avec deux choses qui me paraissent importantes, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. D'abord, c'est une gestion sur la durée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'effectivement, on a souvent tenté des choses pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, puis au bout d'un moment, boum, finalement, on s'arrête. Et là, pouvoir s'inscrire dans un processus de durée, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau chez nous parce que notre activité, c'est une activité quotidienne chez nous. Hein, ça, tous les jours, notre processus de prestation reprend. Et donc, en fait, on est mentalement conditionné par un rapport au temps qu'est la journée. Et c'est très difficile d'inscrire les gens dans un moyen terme, dans un long terme. Et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse s'inscrire là-dedans. Et puis, la deuxième chose aussi qui me paraît importante, c'est de nous confronter à des partenaires qu'on n'a pas l'habitude, avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie avec un chercheur. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chercheur. Donc, et je trouve que c'est intéressant d'aller confronter ça par rapport à la façon dont on est une société qui est hyper opérationnelle. Donc, on a besoin de choses très terre-à-terre et très concrètes dans la mesure du résultat, dans le résultat économique. Et c'est ça qui arrive à convaincre les dirigeants. Hein. Mais de pouvoir se confronter, d'avoir un effet miroir avec des gens qui voient le même arbre, mais par une autre fenêtre, je trouve que c'est intéressant dans la capacité que vous aurez à nous challenger par rapport à nos propres certitudes. Donc j'ai une conviction, c'est que pour changer la structure, il faut faire évoluer la culture. Donc c'est beau ça. Hein, c'est pas mal. Hein, vous pouvez noter, oui. Et je pense que c'est pas très marxiste, mais c'est bien quand même. C'est pas grave. Et donc je pense que notre participation à l'Institut doit nous conduire vers ça, nous aider pour faire ça. Voilà. Merci beaucoup de la confiance que vous nous faites, Martin. Et vous ne serez pas déçus. Merci. Donc, on va vous présenter la pièce maîtresse de l'Institut, enfin une des pièces maîtresses de l'Institut, qui est le site web. Donc, c'est Sylvie qui va vous le présenter. Alors d'abord, Véronique vous l'a dit, l'objectif, l'Institut fonctionne en réseau, dans un jeu de partage et de fertilisation croisée, donc un va-et-vient. Et le site, justement, c'est à la fois la porte d'entrée de la communauté, mais aussi là où elle vit, où elle s'anime. Et donc, on compte sur vous pour la faire vivre et pour continuer d'alimenter ce site qui est fait beaucoup de vous. Et je reconnais plein de visages dans la salle. Donc, le site commence ainsi, donc institut-intrapreneuriat.em, vous avez l'adresse là-haut. Mais bon, si vous tapez sur Google Institut Intrapreneuriat, vous tombez dessus, heureusement. Et première page, vous avez l'Institut d'Intrapreneuriat, ce qui vous présente ce que Véronique vous a déjà présenté aujourd'hui, à la fois la vision, les missions, le fonctionnement et les prestations de l'Institut. Et après, évidemment, puisque bon, on ne va pas faire le site de fond en comble à chaque fois, pour faciliter l'entrée dans ce site et le rendre un peu plus facile d'accès. Voilà, vous pouvez directement, en fonction de si vous êtes manager, consultant ou étudiant, chercheur, rentrer directement et voir à l'intérieur ce que vous pouvez y trouver. Et notamment, je vous donne un seul exemple. Imaginons que vous êtes, je ne sais pas, intrapreneur. Vous rentrez, boum, et vous avez directement accès aux ressources, actualités, prestations, etc. etc. Sinon, on reprend, boum, on rentre. Donc, comme on l'a dit, présentation de l'Institut ici. Ensuite, vous avez présentation de l'intrapreneuriat. Ici, c'est surtout de la connaissance et où vous aurez des leçons. Alors, c'est beaucoup plus académique, c'est tous les savoirs qui ont été accumulés par l'Institut et qui seront présentés au fur et à mesure. Elles vont se nourrir. Aujourd'hui, la première leçon est déjà dans l'Institut et petit à petit, les autres suivront.
Vous avez ensuite un fil d'actualité. Voilà. Alors ici, on l'a dit, c'est une communauté qui va vivre et qui essaye d'être un point d'entrée de tout ce qui se passe dans le monde de l'intrapreneuriat. Donc vous retrouverez, en gros, alors évidemment, elle va continuer à s'alimenter, ça n'arrête pas là. Vous trouverez les grands événements, des interviews, des articles phares, des briques de connaissances et parfois des webinaires. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est un site qui s'alimente aussi de vous. Donc, si vous voulez évidemment communiquer sur quelque chose, alerter sur un événement majeur, ben, communiquez-le. Par ailleurs, vous avez des ressources. Alors là, c'est pour ceux qui veulent des ressources, c'est là qu'il faut aller. Et donc, ressources, trois grands blocs. Les productions de l'Institut. Alors ici, c'est à la fois... alors c'est tout ce qui est produit par l'Institut et sa communauté, évidemment. Et c'est à la fois des études de cas, des webinaires, des publications de recherche, des ouvrages et des briques de connaissances. Et encore une fois, Véronique l'a très bien dit, enfin, l'a bien expliqué au début, c'est à la fois de l'Institut et coproduction donc qui peuvent être faites en coproduction. Je vais juste rentrer sur les briques de connaissances dont elle vous a déjà parlé. Donc, ce sont essentiellement des livres blancs. Là, vous voyez un livre blanc qui a été fait en coopération avec Lola et un autre avec School Lab. Et je vous avais dit, je commence à devenir grande avec moi aussi. Ensuite... toujours dans les ressources, vous avez les ressources grand public. Ici, vous trouvez ce qui est publié dans la presse, enfin ce qui est grand public, accès, que l'Institut présélectionne et met à disposition. Donc, vous avez une entrée sur ce qui est considéré article grand public majeur, un seul endroit où tout trouver. Donc, juste pour voir donc des articles de presse, des émissions TV et aussi des interviews. On a un peu distingué ce qui vient de l'Institut et de sa communauté et ce qui est un peu grand public. Et le dernier bloc, c'est les lectures recommandées. Alors ici, c'est surtout des bibliographies, puisque voilà, il y a plein d'autres ouvrages et aussi... à la fois académique, à la fois ouvrage que l'on recommande et que l'on met ici, donc des livres blancs, des guides pratiques. Attendez, je l'ai sauté celui-là, c'est pas grave. Ça arrive. Hein. Des articles de recherche, on va mettre des études de cas, etc., etc. Donc, où trouver de l'information quand on veut en avoir. Et alors, ce que l'on considère être l'élément clé quand même, pour qu'une communauté vive, il faut qu'elle existe. Donc, la communauté. Donc, l'équipe de l'Institut. Là, alors, dans l'équipe, on entend ici les acteurs impliqués de l'Institut. Donc, voilà. Les responsables. Donc, ensuite, suivent tous les grands acteurs donc, du monde de l'intrapreneuriat. Les responsables d'intrapreneuriat, ici, c'est surtout... donc, pour vous inspirer, pour avoir divers... ici, on a mis surtout les personnes avec qui l'Institut a déjà collaboré, déjà travaillé. Évidemment, c'est un début qui va, on l'espère, bien évidemment, s'ouvrir. Et l'idée, bien sûr, c'est de présenter à la fois le programme et de... On va rentrer dans... Oui, alors je ne sais pas, par hasard, Nicolas, comme il est là... Attends, c'est moi qui saute. Bon. Et, on passera Sandrine juste après. Moi, je veux voir la philosophie de Nicolas, s'il te plaît. Alors, comme vous voyez, un petit portrait avec aussi le programme, aussi le type de responsable, l'entreprise pour laquelle il travaille et sa philosophie. Ben, il nous recommande de lire son livre. Donc, un deuxième tout petit exemple, puisqu'effectivement, Sandrine est là. Ah bon, il a changé ? Bah alors, dans ce cas, merci c'est la participation, voilà, c'est parfait, on commence. Ah, zut.
Bon, bah, Sandrine, est-ce que là, tout va bien? Voilà. Et d'ailleurs, c'est revenu chez une entrepreneuse podcastée qui a repris le terme de corsaire aussi. Non, ça, c'est... Alors dans les portraits, nous avons aussi des portraits de prestataires. Bon, là, ici, c'est vraiment, encore une fois, les prestataires avec qui l'Institut a déjà collaboré. Et bien évidemment, le site est constamment ouvert et en demande, mais sous-jacent dépendant évidemment d'une vraie collaboration, comme je vous l'ai dit, un jeu de dons et de recevoir, un plein import-export de connaissances. Comme on pourrait dire. Et enfin, des podcasts d'intrapreneurs. Alors là, les intrapreneurs, ils ont quand même des belles histoires à nous raconter, donc c'est surtout sur podcast. Donc on peut entendre. Nous avons Yael dans la salle qui est là. Donc à chaque fois, vous avez la philosophie, d'où l'intrapreneur, de quelle société il vient, et surtout, quel est le projet qui... Et j'ouvre. Oh, je saute. Non, mais c'est moi. Je ne suis pas habituée aux souris. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, vous avez donc le podcast et une petite présentation avec le projet, donc l'aboutissement du projet et le programme qui a été suivi. Voilà. Et je vous laisserai écouter ça, évidemment, tranquillement chez vous. Et enfin, comme on en a parlé, évidemment, puisque tout est représenté, les associations, on a parlé donc des activateurs qui sont bien entendu là, et les formations autres que l'EM Lyon, puisque l'objectif est bien d'avoir un point d'entrée sur tout ce qui est disponible sur l'intrapreneuriat, avoir une vision globale. Enfin, et une tribune. Alors pour l'instant, encore en process, c'est normal, on commence et ça va avancer au fur et à mesure. Cette tribune, c'est là où vous pourrez déjà vous inscrire, donc devenir membre. On va très vite mettre en place un système de notification. Quand il y aura une actualité, vous aurez une petite notification si vous voulez y aller ou pas. Et au moins, vous serez alerté des nouvelles qui s'y font. La possibilité de commenter sur des publications, etc. Et poser des questions, puisque comme on l'a dit, on attend une contribution, on attend une participation à la mesure de qui vous êtes, c'est-à-dire peut être partage de connaissances, mais aussi des questions, ouvrir des débats et y répondre. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce qui me concerne. Écoute, Sylvie, je te remercie non seulement d'avoir créé ce site, mais également de l'avoir aussi bien présenté. Merci beaucoup. Le mot de la fin, pour moi, c'est rejoignez la communauté essentiellement. La première chose que vous pouvez faire, c'est, si vous n'êtes pas déjà membre actif, entre guillemets, c'est de vous inscrire à partir du site, donc dans la dernière page qu'on a vue. Par le site, on va bientôt créer une page LinkedIn qui sera dédiée à l'Institut. Ça a été dur à négocier, mais on l'a obtenu. Vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou à mon adresse mail. Et puis, si l'idée d'un partenariat vous intéresse, vous avez toute l'équipe partenariat. Donc, on a ici Lila et Ludivine qui sont ici. Mais on a également leur chef, Gaël, qui n'est pas ici et que vous pouvez contacter pour discuter d'un partenariat. Et puis il y a Aude aussi qui se prêterait à l'exercice volontiers, à mon avis. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et puis, à vous de me poser des questions ou de me faire vos commentaires. Merci beaucoup.